fais de l'insuffisance rénale. Et puis, vraiment mal cru, plus cru que ça, là, il n'y en a pas. En arrivant là, à 5h30, on me déclare, on me fait un dossier arriéré mental profonde. Sans examen, sans un test du médecin. Quand je parlais l'anglais, on disait que je parlais pas bien le français, que j'avais un mauvais langage et que j'étais une arriéré mentale. Il m'a demandé mon nom. Puis encore là, je savais même pas que c'était un psychiatre. Bon, je pensais que c'était un médecin vétérinaire. Il m'a demandé mon nom. Puis comme mon nom, c'est Vincent de Villiers. Puis dans mon dossier, c'est Roger de Villers. Donc, il dit, il ne sait même pas son nom, il n'a pas de mémoire. Donc, c'est un déficient mental. On déclare à 63 quotient intellectuel, puis non plaçable. Est-ce qu'on passait des tests à ces enfants-là? En général, non. Non, en général, non. Une fois hospitalisé, dans certains cas, oui. Plus tard, il y a eu des tests de passer. Vers la fin des années 50, on a commencé à faire passer des tests psychologiques, des tests pédagogiques. Et la psychiatrie a commencé vers ce temps-là aussi, vers les années 55, 57. Et avant ça, il n'y avait presque pas. Le docteur Denis Lazure est psychiatre. En tant que membre de la commission Bédard, il a participé à l'enquête sur les hôpitaux psychiatriques du Québec en 1961. Souvent, ces jeunes étaient envoyés parce qu'ils apprenaient mal, on les soupçonnait de déficience mentale, et souvent le diagnostic était posé de façon erronée. Et l'enfant, avec un diagnostic de déficience mentale, pouvait entrer à Mont-Providence et demeurer là plusieurs années avant qu'on se rende compte qu'en fin de compte, il n'est pas déficient mental, il y a une certaine lenteur peut-être, ou des enfants qui sont privés d'affection, d'attention, étant élevés dans des orphelinats dès la naissance, y passant plusieurs années. Souvent, ces enfants-là, au lieu d'avoir une arriération mentale, ont une carence au plan affectif, si vous voulez, qui les empêche de bien apprendre. Comment se fait-il que le Québec ait laissé placer des milliers d'orphelins dans des asiles dans les années 40 et 50? Un survol de la société de l'époque apporte certaines réponses. Le Québec est en profonde mutation et il connaît une forte croissance économique. C'est aussi l'époque du baby-boom. Les campagnes se vident au profit des villes et l'industrialisation s'accélère. Mais au niveau politique, la société est bloquée. C'est l'époque de la Grande Noirceur, Maurice Duplessis est au pouvoir et dirige le Québec d'une main de fer. À l'heure actuelle, la province de Québec est celle qui se développe avec plus de constance, de consistance et de stabilité. L'Église catholique, gardienne des valeurs traditionnelles, est une puissance majeure au Québec. Duplessis en est bien conscient et il s'allie à l'Église pour préserver l'ordre établi. On n'a aucune idée de l'alliance qui existait entre l'Église, les communautés religieuses et le gouvernement du Plessis à l'époque. C'était la main dans la main, comme ça, pour le mieux et pour le pire. Et les deux étaient de connivence, presque toujours. L'un avait besoin de l'autre constamment. À l'époque, les services sociaux sont assurés par les communautés religieuses à un coût très bas. C'est à ces femmes qu'on donne le mandat de prendre soin des enfants abandonnés. Ça fait l'affaire de tout le monde. Personne ne veut s'occuper de ces enfants du péché que certains considèrent comme tarés ou anormaux. Comment s'étonner dans ces conditions que des enfants illégitimes soient envoyés à l'asile? En fait, l'asile à cette époque, c'est l'endroit où l'on place tous ceux qui ne correspondent pas à la norme. Les malades mentaux, bien sûr, mais aussi des épileptiques, des handicapés physiques et des enfants naturels. À cette époque-là, c'était un genre de rejet de la société. Et c'était l'institution qui était un moyen pour, un peu pour la société de se donner bonne conscience. Ils vont être en sécurité là. On les mettait dans des endroits très éloignés, on ne voulait pas les voir. Sœur Gisèle Fortier a travaillé dans des hôpitaux psychiatriques dès les années 40. Elle est maintenant porte-parole des communautés religieuses qui sont prises à partie par les orphelins. Je pense qu'il faut reconnaître que ce n'était pas les conditions idéales de vie, d'être placé avec 30, 40 et plus dans une même salle, avec peu d'effets personnels. Ils avaient un lit pour tout partage. Je pense qu'aucun de nous accepterions de vivre toute notre vie dans ces conditions-là. Ici, c'était au deuxième étage, c'était la salle 2A. C'était la salle de haut.
Au troisième étage, là, c'était la salle trop haut. Ben, Où c'est est-ce là, que tu as là. vécu X années? C'est ça. Où est-ce que ton calvaire avait eu lieu? C'était là. Ouais. Regarde les chaises versantes qu'on avait quand on était arrivé c'est ici. ça. C'est Hey, vieux je ne sais comme la pas ville. si les numéros sont encore en dessous des chaises. Je sais pas. Tout a Non, disparu. il n'y a plus de numéro. Je trouve Il faut que je les effacé. montre. Ça, c'est trop comique. C'est tout effacé comme avec le reste. Hein. Hey, Ouais, regarde, c'est correct. regarde. Le numéro 34. Alice Quinton et Myriam Kelly ont été internées plusieurs années à l'hôpital Saint-Julien. L'hôpital Saint-Julien est situé à Saint-Ferdinand d'Halifax, un petit village à mi-chemin entre Victoriaville et Thetford Mines. Cet hôpital psychiatrique recevait une clientèle exclusivement féminine. L'hôpital Saint-Julien a connu une croissance impressionnante au cours des ans. Déjà, en 1953, il accueillait 950 pensionnaires. La construction d'un nouveau pavillon a permis d'augmenter la capacité d'accueil de l'hôpital et en 1961, on y retrouvait 1468 patientes. De ce nombre, environ 300 étaient classées comme débiles mentales éducables, c'est-à-dire qu'elles étaient capables de suivre des cours ou d'effectuer certains travaux. Il s'agissait en bonne partie d'orphelines qui étaient internées à l'hôpital Saint-Julien parce qu'elles étaient trop turbulentes ou trop âgées pour demeurer en orphelinat. D'après les témoignages des orphelines, c'est ici que les pires sévices se seraient produits. J'ai été punie pendant 3 semaines avec la camisette de force, estompée sur un lit, pas de matelot. Et le matin, on me donnait du café, du griot, du pain, tout mélangé ensemble. Le dîner, on me mélangeait mon thé, ma soupe, mes patates, ma viande, mon dessert. Et le pain, tout mélangé ensemble. Le soir, pour le souper, c'était exactement pareil. J'ai été 3 semaines sur un lit attaché comme ça, pas de matelot, la chaudière autour de mon lit pour recevoir mes besoins. Ça commençait à l'âge de 8 ans, 9 ans et 10 ans, 11 ans. Quand on parlait trop dans le dortoir, ou bien là, on se regardait entre les petites filles où on parlait là, dans notre lit le soir, les religieux se levaient, puis ils faisaient remplir le bain, puis on nous plongeait dans un bain d'eau froide. On nous attachait les 2 mains dans le dos, les 2 pieds attachés. Quand j'avais 9 ans, 10 ans, puis on nous plongeait dans un bain d'eau froide. C'était pas une thérapie. Eux autres, ils disaient que c'était une thérapie, mais de la manière qu'ils nous le donnaient, c'était pas une thérapie. C'était sadique, c'était cruel la manière qu'ils nous donnaient ça. La 3e journée, quand on est arrivé là, la salle nous a envoyés sur la galerie. C'était des galeries tout en gris. Et puis l'autre salle, c'était la vieille bâtisse de Saint-Ferdinand. C'est là que j'ai réalisé vraiment où j'étais. Il y avait des malades qui se battaient, il y en a qui avaient le camisole de force, il y en a qui n'avaient pas de cheveux sur la tête. Ah, c'était effrayant à voir. Là, j'ai vraiment réalisé que j'ai commencé à pleurer. Là, Sophie, là, tu vas m'arrêter ça de pleurer, là, c'est assez, là, t'as peut-être ta part pour être ici, fait qu'elle a dit, en zut, on sort. Mais moi, j'ai continué à pleurer. Fait que je suis une personne, quand il pleure, moi, je peux pleurer des jours de temps. Et puis quand elle a vu que j'arrêtais pas, ben, elle m'a renfermée dans ses villes. Elle a dit, quand tu auras fini, on viendrait te rechercher. Elle est venue me chercher 3 jours après. J'ai eu des électrochocs par punition, cause il y a des ouvrages que les sœurs me demandaient de faire, que je ne voulais pas parce que j'étais trop battue. Je ne pouvais plus travailler, demander l'ouvrage qu'ils me demandaient de faire. Puis j'ai eu du métrozole. C'était une drogue, ça, on me piquait dans la veine. Puis quand on me donnait ça, je voyais des hallucinations, je voyais toutes sortes de choses. Et puis j'ai eu des médicaments de l'ergatil, on me dopait toute la journée parce que je ne voulais plus faire ce que les sœurs me demandaient. Tout ce que je voulais qu'on me laisse ma paix dans la cellule, qu'on me laisse tranquille. Je ne voulais plus rien, je ne voulais plus prier, je ne voulais plus aller à la messe, je ne voulais plus rien faire à partir de l'âge de 17 ans. Personne qui n'a jamais travaillé là a de la misère de comprendre qu'à croire. Je peux ça y passer. Et même moi, si je n'ai pas été tellement des pires traitements, là, oui, je le crois. Parce que des religieux, c'était assez tough. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'aimaient pas les patientes ou quoi, mais il y en a qui étaient assez tough. Jeanne Grenier a travaillé comme surveillante à l'hôpital Saint-Julien au début des années 50.
Est-ce que vous avez été témoin si Alice Quinton a été victime de mauvais traitements? Je me souviens, je pense qu'elle a été une fois. La religieuse lui avait demandé de mettre le gilet. Puis nous autres, la religieuse, elle s'appelle Magnon. Alors, elle est brisée, elle n'a pas fait mal à personne. La religieuse voulait lui mettre le gilet. La camisole de force? Oui. Et puis, si on en faisait pas, ben, écoute, c'était notre job qui était en jeu. On a obéi à la religieuse, mais c'est pas parce qu'on était d'accord avec ça. On a grandi ensemble. La direction nous a refusé l'accès à l'établissement. Mais Myriam Kelly et Alice Quinton ont pu y entrer et y retrouver des amis d'enfance. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle se ressemble encore, hein? Regarde, pas. On a grandi ensemble. On était là depuis. Il est quoi? Bye, Pauline. Bonjour, Pauline. Bye. Bye-bye. OK, merci, là. Merci beaucoup. Merci. Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur, mon Dieu, c'est pas un cadeau, ça. Ça fait pitié. Bye-bye. Ça fait pitié, hein? C'est-à-dire que je pense que si on avait eu resté là, tout le temps, là, je pense qu'on serait devenus comme eux autres. À Montréal, les orphelins qui ont vécu au Mont-Providence n'ont pas connu un sort meilleur. Lorsqu'il ouvre ses portes en 1950, le Mont-Providence est une institution d'avant-garde. C'est une école spécialisée où on enseigne